Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, même si on adore Bonnet et Le Cal, si à la fin il ne doit en rester qu'un, ce sera lui, notre capitaine Romain et fidèle au poste. Salut Romain. Salut, bonsoir tout le monde. On a osé s'en prendre physiquement à un membre de sa défense qu'il aime d'amour, autant dire qu'il va être saignant ce soir. Florian est également des nôtres. Salut Flo. On touche pas à Gibo. Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, chouette à la moutarde, retour sur Hack Dijon. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et 11 majeurs, analyse de ce début de saison avant la trêve. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, jingle Dijon. Je te fais pas peur? Non. Je te fais pas peur? Non. Je te fais pas peur? Non. Tu vois, lui, il a pas peur. Ah ouais. Tu sais comment on m'appelle du Texas à Dijon? La moutarde? Entre l'invité surprise de ce début de saison et le retardataire qui voulait continuer à se refaire, la rencontre de samedi dernier promettait une jolie confrontation avec de notre côté l'envie de voir ce que nos Bezos pouvaient faire face à un nouveau très gros poisson de la division. Messieurs, le match à Nîmes a été sympathique, donc en gros on prend à peu près les mêmes et on recommence. Touré est juste titularisé à la place de Mbemba qu'il avait remplacé au Costières et on repart pour une composition d'équipe plutôt classique. Flo, à toi l'honneur, comme à chaque fois, il n'y avait pas vraiment de raison de changer après la prestation à Nîmes. Bah non, il y avait besoin de rien changer. Pourquoi changer une paire de défense qui fonctionne bien? Des latéraux qui n'ont pas été mauvais. Bon, le milieu de terrain, entre Fontaine qui ne bougera jamais et les deux qui sont bons, pas raison de bouger. Il y a juste, comme d'hab, la petite incertitude entre Cornet et Alioui. Et vu le bon moment que passe Cornet en ce moment, il fallait le mettre titu, puis après devant ça tourne entre Thierry, Bouteille, Beba, donc c'est plutôt logique. À savoir aussi que Touré est devenu une attraction, parce que le commentateur de Amazon Prime a fait que de parler de lui en début de match, pour que le latéral de 2 mètres, donc c'est vrai que c'est assez fun, et on partait sur un match avec une compo qui nous avait fait plaisir il y a quelques semaines. Romain, on va continuer avec toi, puis on va enchaîner sur le début. On repart avec les mêmes qu'à Nîmes, c'est normal. Et on commence le match comme on a fait à Nîmes, c'est-à-dire en serrant les fesses très fort. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, le 11, normal, hein, classique. Bah, on retrouve notre totem d'immunité quand même. Jean-Pascal Fontaine. Bon, il fait pas des mauvais matchs, donc il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on peut juste se demander pourquoi on n'aligne pas Alioui de l'autre côté d'entrée. Bon, les choix viennent de Paul Le Guen. On n'est pas à l'entraînement, hein, c'est peut-être de là que ça vient. C'est sûr qu'on se fait très peur en début de match. Voilà, on a beaucoup de chance, on a les dieux du football qui sont avec nous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est là et qu'on est à cette place-là en ce début de saison. Et voilà, il y a ce petit facteur chance qu'on a en plus en beaucoup plus, j'ai envie de dire, que de la saison dernière. Donc Gibo qui fait une erreur et puis on a donc l'attaquant Dijonais qui trouve les 2 poteaux de Fofana et là-dessus derrière, il y a quand même Dijon qui enchaîne et qui fait quand même passer un sale quart d'heure au Havre sur le premier quart d'heure de la première mi-temps. Ouais, mais comme à Nîmes, au final, c'est encore une fois Quentin Cornet qui siffle la fin de la récré. Une première frappe à la 18e bien croisée qui fait passer quelques surfaces sur Baptiste Trenet. Et puis 2 minutes après, but que j'ai pas pu voir en direct parce que c'est justement au moment où Thierry centre que Amazon avait sauté pendant quelques secondes. J'ai juste eu le temps de voir ensuite les supporters heureux. Je me suis dit, tiens, il a dû se passer quelque chose de sympathique. Et donc, Quentin Cornet qui marque enfin dans le jeu, toi qui le réclamais également, enfin un but dans le jeu de Quentin Cornet sur une belle récupération défensive de Boutaïb qui a été récompensé de ses efforts. Et c'est très bien le bon coup de marteau qui fait mal aux Dijonnais. Et Florian, ça devait être bien sympa dans les tribunes. C'est un but, on va dire, un petit peu chanceux, hein, comme je l'ai tweeté, c'est FIFA vient de sortir, c'est un but où c'est un ballon qui est dévié, ça arrive dans les pieds de Cornet, donc qui met une grosse minace sous la barre. Plutôt chanceux avec, comme d'hab, un début de match compliqué où on fait le dos rond, où on est dominé, là on a une énorme frayeur. Donc ouais, non, c'est un peu chanceux, il y a eu début de semaine un appel des supporters pour ce match, savoir que le temps en plus ne s'y prêtait pas, donc ça a mis du baume au cœur
aux supporters qui étaient présents et enfin un petit but de Cornet dans le jeu. Maintenant on l'appellera plus Juninho, on pourra l'appeler vraiment Quentin Cornet. Cornetino, comme on l'avait surnommé. Moi, je sais pas vous, j'ai bien aimé dans cette première mi-temps qui était compliquée, j'ai bien aimé l'activité de Boutaïb et parmi nos Bezo, encore une fois Richardson, mais ça on va arrêter de le dire parce que ça paraît plus que logique qu'il soit très fort. Et j'ai bien aimé Isaac Touré également qui a gentiment pris des chaussons de titulaire, c'était sympathique. On va retenir ensuite en fin de période une action sur corner où le Hack aurait été tout près de marquer un 2-0 qui aurait fait encore plus mal aux Dijonais, mais 1-0 à la mi-temps. C'est peut-être c'est chanceux, un petit peu chanceux, mais c'est pas immérité, Romain. Non, carrément pas. À partir du but, à partir de la 18e, la 20e minute, on revient dans le match. Encore une fois, on l'a dit, et Florian l'a dit tout de suite, on fait le dos rond. Pendant ce temps-là, on n'encaisse pas de but. C'est déjà la deuxième fois après Nîmes qu'on fait ça, et puis même sur d'autres matchs, on l'a déjà fait. Non, on s'appuie encore une fois de plus sur cette solidité défensive qui est juste incroyable. Et derrière, on procède plutôt en contre quand même dans les intentions. Et on revient largement à hauteur de cette équipe de Dijon, qui on peut se demander qu'est-ce qu'elle fout à cette place-là vu l'effectif qu'a la ligne. Mais d'un autre côté, on sait aussi que quand on empile les joueurs, c'est là ça prend pas tout de suite. Hein, et là, la preuve encore une fois avec Dijon cette saison. C'est sûr que dans l'idéal de l'idéal, breaker avant la mi-temps, ça aurait été génial. Mais déjà, repartir au vestiaire avec ce but du 1-0 et être revenu à hauteur de Dijon dans le jeu, c'était déjà... Enfin, elle était compliquée cette première mi-temps, mais on peut la qualifier quand même de super première mi-temps dans le sens où on est revenu et c'est nous qui sommes devant à la pause. Tout à fait d'accord avec toi, c'était bien sympathique et ça a fait mal aux Dijonais. Florian, on attaque tout de suite avec toi la deuxième mi-temps. Le premier quart d'heure, on sent déjà que c'est pas la même chose qu'en première, c'est beaucoup plus équilibré. À la 56e, une belle passe en profondeur pour Thierry, et là, on va rien lui reprocher, le défenseur fait son bon retour. Mais à la 61e minute, vous l'avez réclamé, il est de retour. Penalty pour Jamal, la spécialité 2020-2021 qui est de retour. Et encore une fois, le capitaine Bonnet qui transforme. Ah non, c'est le Calvin. Excusez-moi, c'est l'habitude qui fait ça. Victor Lecal va donc marquer son premier but en championnat pour le Hack. Oui, on pensait qu'il en aurait peut-être mis quelques autres, mais au moins ça a été donc la première pour Victor et sur penalty et en championnat. Et sur la célébration, par contre, on a eu un geste qu'on n'a pas du tout aimé. Romain, toi, t'as récupéré la vidéo également sur le site d'Actu, si vous pouvez aller la voir. Gibaud qui se prend un gobelet de boisson en plein dans le torse au moment où il allait célébrer. Ça, autant on s'est demandé ce qui se passait, mais on a vite compris que malgré le 2-0, c'était pas la plus belle action du match qu'on a vu. Ça continue dans les affaires de supporters depuis quelques semaines en France. Donc moi personnellement, j'éviterais de retenir ça. Je comprends pas ce geste. C'est encore un abruti qui sous couvert d'un match de foot qui se dit je peux me permettre tout n'importe quoi. On en a eu au Havre, hein, on va pas rappeler les incidents de la dernière fois. Donc je vais plus revenir sur le jeu. Après, je laisserai Romain peut-être en parler un peu plus s'il a envie d'en parler. Pour cette deuxième mi-temps, il y a eu des trucs pas mal. J'ai vu que sur les phases défensives, nos Havrais étaient en 5-4-1 avec un Thierry qui était plus à gauche et un Cornet à droite. Ça a permis de bloquer les Dijonais et sur les phases de jeu offensif, ce 5-4-1 passait en 4-3-3 avec un Thierry à gauche, Boutaïb en pointe, Cornet à droite, avec deux relayeurs Fontaine et Richardson et une sentinelle pour Victor. J'ai plutôt bien aimé ce dispositif parce que Jamal sur son côté, il avait énormément déstabilisé les Dijonais à tel point que le coach a dû faire un changement tactique et revoir sa défense en passant de défense à 3 à 4 du coup. Et oui, spécial Jamal, enfin. Après son raté qui, un bon retour du défenseur. Après sa Madjer aussi, là, où on s'est dit un jour, elle va passer cette Madjer, parce que le nombre de fois qu'il a fait, c'est incroyable. Donc ouais, non, on s'en sort plutôt bien, c'était un peu plus maîtrisé, et très content pour Victor, enfin, qui marque avec
Avec le hack, en plus avec le brassard de capitaine, tout était parfait, à part évidemment ce jet de projectile. Et toi, en plus, Romain, c'est d'autant plus bien parce que Victor, il vous a fait une petite surprise actu, c'est qu'il a repris votre visuel pour célébrer son but. Donc, c'était une très bonne soirée pour tout le monde. Ouais, c'était parfait. On est vraiment très content pour Victor, très content qu'il ait marqué son premier but en championnat pour le hack après 144 matchs. La spéciale de Jamal, on n'a pas dit aussi que Jamal il partait en profondeur sur une passe de Richardson et Richardson il a trouvé plein de joueurs hier soir. Il a trouvé plein de joueurs en profondeur. Il a trouvé Cornet, il a été encore vraiment resplendissant. Donc la spéciale, le capitaine qui transforme, c'était parfait. Franchement, 2-0 à la 61e, on savait ce qu'il nous restait à faire derrière. Il fallait bloquer les Dijonais et Paul Le Guen a fait les changements nécessaires pour ça. Pour revenir aussi sur l'aspect tactique, c'est vrai que c'est ce petit ingrédient supplémentaire qu'on a encore une fois cette saison qui permet de s'adapter et de changer en plein match sur l'aspect tactique et même entre défense et attaque, on arrive à changer de formation. J'ai pas vraiment souvenir que la saison dernière on s'amusait à faire ça dans les matchs parce qu'il fallait déjà qu'on soit plus fiable avec la formation de départ et là franchement ils ont l'air d'être à l'aise et ils arrivent à se replacer comme ça, à se trouver, donc c'est aussi un ingrédient supplémentaire encore une fois par rapport à la saison dernière. Pour revenir sur le jet de projectile, je voudrais quand même juste rappeler un petit truc. Chez moi, j'ai des boules de pétanque qui font 750 grammes. Une bouteille de 75 centilitres pleine, ça fait 750 grammes à peu près, à peu près. Et en fait, personnellement, j'aurais jamais idée de lancer quoi que ce soit vers un joueur, et encore moins si j'avais une boule de pétanque dans les mains, la lancer du haut d'une tribune. Alors, ok, il a pas reçu une bouteille de 750 grammes hier, Gibaud, il a reçu un gobelet, mais on doit pas être très très loin quand même. Et de toute façon, c'est le même résultat. Bon là ça vient de la tribune dijonnaise, mais moi là je parle d'une manière plus générale. C'est le énième incident, c'est vrai, depuis le début de saison et c'est vrai qu'on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. Là c'était sur la poitrine, ça aurait été dans la tête. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je suis pas médecin, mais je pense que ça peut avoir de bien plus lourdes conséquences. Gibaud serait sûrement sorti directement en protocole commotion. Et ça aurait été bien regrettable. On sait que ce triste sbire, on espère pour lui qu'il passera les prochains matchs du DFCO au poste de police à pointer. Ce sera. Je crois qu'il a été. Ils ont été arrêtés, ouais. Les deux, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés tout de suite. Donc voilà. Et en plus, avec, comme tu dis, c'est dans l'air du temps de calmer les esprits de tous ces joyeuderies. On va continuer justement sur le match, juste pour dire que donc suite au deuxième but, Patrice Garande a quand même fait rentrer et Mickaël Le Bihan et Aurélien Schedler. Ça peut dire quand même qu'il y a un peu de matos à Dijon. On avait dit que c'était les Expandables, je le maintiens, qu'il y a quand même un très très gros effectif et c'est d'autant plus méritoire d'avoir fait le match que nous avons fait samedi. À la 71e, Ibn Ouba remplace Boutaïd. C'est tout, voilà. Il n'y a pas eu autre chose sur ce coup-là. Et enfin, la dernière frayeur, en gros, vu qu'on a quand même assez bien maîtrisé la fin de match, donc on parlait de Schedler, qui en fin de match a fait glisser une petite frayeur sur une belle reprise croisée, mais victoire 2-0 pour le Hack au Stade Océane, la première depuis combien de temps, messieurs? Par 2 buts d'écart. Décembre 2019, non? Bonne réponse face au Mans. Au moins, cette stat-là, elle est effacée, ça fait plaisir et c'est bien. Je pense qu'on a vécu tous une bonne soirée samedi soir et ça permet au HAC de se replacer en 4e position ex aequo avec Auxerre. On va en reparler dans la deuxième partie. Mais en tout cas, pour moi, j'ai passé une bonne soirée. J'espère que pour vous, c'était pareil. Nous en avons fini à notre niveau. Chers amis auditeurs, la parole est à vous. Activez-vous, c'est parti. Romain, c'est quand même plus agréable de faire les réseaux sociaux après une victoire, surtout quand elle vient à la fin d'une série de 3. Est-ce que les auditeurs internautes ont été aussi enthousiastes que nous sur l'affaire? Ah ouais, tout à fait. Alors par contre, c'est sûr qu'à la fin d'une victoire, faut pas être impatient sur les réactions parce qu'ils sont tous en train de faire la fête. Alors j'ai attendu un petit peu hier soir pour récupérer les premières réactions, mais c'est tout à fait naturel. Je disais ça pour la blague. Avant de parler de... Ouais. 1 heure, parce que sinon tu aurais veillé tard.
Avant de parler vraiment d'analyse de match, moi je voudrais vous partager 2 tweets, un qui est en rapport avec la première mi-temps et un autre qui est en rapport avec le fait de match, ou plutôt devrais-je dire un fait des 2 débiles. Allez, je partage donc Thibaut Théa qui nous a donné un petit résumé de la première mi-temps du hackfoot. Donc à la mi-temps, il nous a posté la petite vidéo du tennisman avec donc la chatte et la chatte. Benoît Paire. Benoît Paire, voilà. Ensuite, je partage un tweet de notre défenseur central Pierre Gibaud à la fin du match qui nous dit tout simplement on va bosser les amortis de la poitrine. C'est beau ça. Ça c'est bien. Ça c'est voilà. C'est la meilleure réaction possible. Pierre Gibaud avec qui on a partagé la fameuse vidéo, hein, on voit le projectile et il nous a répondu que ça allait et que il avait aussi bien sûr la marque qui pouvait éventuellement servir de preuve, mais voilà, donc il a une belle marque sur la poitrine. Il a le hack au cœur maintenant, on peut le dire. En plus, sur la vidéo, c'est un gobelet du hack en plus qu'on voit, il me semble. Hein. Oui, les gars, ils ont acheté le gobelet puis ils l'ont balancé, c'est bien. C'est ça de toute façon quand tu es en déplacement, donc t'as pas trop le choix. Mais voilà, bon, au moins ils auraient pu repartir avec un gobelet en souvenir, ils vont repartir avec une garde à vue, c'est autre chose. Allez, j'enchaîne sur les analyses d'après-match. Donc, on a Renaud qui nous dit victoire importante avant la trêve. Depuis le début de saison, nous sommes en réussite. Je persiste sur le fait que de voir Alioui à la place de Fontaine serait une équipe nettement plus agréable à voir. Touré, je veux bien qu'il reste à gauche à la place de Mbemba. On est presque à regretter qu'il y ait la trêve, hein, parce que là, on a les pieds chauds. Là, c'était le moment d'enchaîner. Déjà, ce qui nous dit pas flamboyant dans le jeu, mais tellement combatif. Gros travail collectif et défensif. Nos petits jeunes qui assurent encore. Cornet on fire. C'est le hack qu'on aime au final. Il faut perdre moins de ballons. Je sais pas combien on a perdu en 3 matchs. Ça doit être énorme. Ouais, j'ai vu ça. J'avais vu surtout en première mi-temps, Victor avait des difficultés à ressortir. C'est vrai que c'est le petit souci du Havre. Après, ça se compense avec une bonne solidité défensive, mais ouais, il faudra peut-être améliorer cet axe pendant la trêve, si possible. Polo LH qui dit que le DFCO n'est clairement pas une équipe à sa place et on a de la chance de ne pas être mené au score. On ouvre contre le cours du jeu et après les débats se sont équilibrés jusqu'au 2e but. C'était vraiment un match sympa, même si on souffre sur la fin. Début de saison rêvé. Oui, tu ne pouvais pas de toute façon envisager mieux. Même nous à notre niveau, on a envisagé que ce soit potentiellement bien. Mais on peut pas envisager aussi bien. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas gagné 3 matchs de suite? Là, là on est un peu sur un nuage. T'as la baraka quand Fofana est battu, les poteaux viennent le suppléer. Il y a rien là. Il y a rien qui peut nous arriver. Ouais, je réponds à ta question. C'est une première depuis la saison 2019-2020. 3 victoires de suite. Je continue, avec JC Langlois. Match très intelligent de nos hackmen. Ils ont fait le dos rond pendant 20 minutes compliquées, puis le but nous a délivré et on a maîtrisé la suite du match avec maturité. Une victoire qui va compter. Oui, c'est un point qui est important. C'est vraiment un match, vraiment à la nîmoise. Hein. C'est le premier quart d'heure où tu as la tête sous l'eau. Tu sais pas si tu vas pas en prendre 1, 2 ou 3. Et par la suite, la maîtrise peut-être relative, mais on est vraiment dans ce que dit Polo, hein, on ultra domine personne, mais on emmerde tout le monde. On est exactement dans ce cas-là, et pouvoir faire le cas, on vient quand même de battre Nîmes et Dijon, hein. Ouais. Et c'est pas rien. Si en plus tu capitalises face au Canton une semaine, ça peut commencer à être vraiment très très intéressant. La prochaine réaction va peut-être ouvrir un peu le débat et vous allez réagir en fonction. C'est Nico Lève 144. Dijon ne sont pas à leur place, mais sans vouloir cracher dans la soupe, j'ai l'impression que nous non plus. Ça me rappelle un peu l'année dernière, alors avec un petit peu plus de jeu quand même. C'est quand on avait fait un début de saison, on gagnait que par 1-0 sur des coups de chance. Beaucoup ont dit qu'on n'était pas à notre place. C'était poussif aussi, c'était poussif voilà. quand même. Là c'est quand même mieux. Après, j'ai le classement sous les yeux. On est à 6 points du 14e. Hein. Donc ça peut vite... Là, tout va dans notre sens. On est solide défensivement. Il suffirait qu'on enchaîne 3-4 matchs où défensivement, ça commence à être dur. Il suffit, vu que notre attaque n'est pas non plus une attaque élite, ça peut vite changer. Donc le problème de cette Ligue 2, c'est que tu peux être capable de battre le premier et galérer contre le dernier. Donc on va dire que en ce moment, on est bien. Il faut toujours rester prudent, mais il faut prendre ce qu'on a quand on peut le prendre. On va pas se plaindre de manquer de réussite. Des fois, des fois ça arrive aux autres, des fois c'est ça. C'est sûr que Dijon, on leur a pris leur part en termes de réussite et que effectivement,
voir le DFCO 17e, c'est pas la place effective d'un effectif comme ça. D'un autre côté, les matchs, faut les gagner. Souvenons-nous de l'année dernière, les déclarations des Toulousains. Nous sommes un club de Ligue 1 en Ligue 2. Ils ont été bien accueillis en Ligue 2, ils ont complètement loupé. Dijon a fait la même, à un niveau de bazar interne un peu plus important. Et ben nous, dans le même temps, il y a tout qui s'emboîte bien, et il y a des joueurs qui se révèlent. Mais tu sais, la Ligue 2 est tellement homogène que quand tu as un groupe qui commence à faire bloc et qui tire dans le même sens, bah, bizarrement, bah, tous les résultats suivent parce qu'il n'y a pas un écart si énorme que ça entre 15 équipes dans la division. J'allais le dire, on répétera jamais assez que c'est un championnat difficile parce que très homogène. Donc, et comme Florian l'a dit, on peut se ramasser contre le dernier parce que finalement le dernier il est pas beaucoup moins fort que le premier quoi. J'enchaîne avec Moon EV. Je me dis que la saison passée on se serait écroulé avec un match pareil, on aurait encore perdu à domicile. La frappe dijonnaise n'aurait pas fait double poteau, mais elle serait rentrée. J'aime croire que tout n'est pas du hasard et que finalement on mérite de gagner. Et il ouvre sur le match à Dornano, hyper important à venir, d'autant qu'Auxerre 3e et Toulouse 1er se rencontrent. Il y a moyen de faire un bon coup au classement en cas de victoire. En tout cas, cette équipe me plaît toujours de plus en plus. Bah non, rien à rajouter. Après, même si pour certains c'est pas un derby, on sait toujours que les matchs contre Caen, ils ont un petit truc en plus. Donc là en plus, nous, j'aime pas trop dire ça parce que ça se trouve dans 2 mois on jouera autre chose. Mais là, on est dans les 5 premières places, donc il a une saveur encore plus particulière. C'est pas juste comme l'année dernière le match où c'est le match de la saison, on va dire. Là, il y a une saveur particulière. Donc, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à ce match-là. Là, j'avoue que le week-end prochain, il va être très long. Donc, non, j'attends ce match contre Caen avec impatience. Moi, c'est pas tant le fait que les équipes en haut s'affrontent, c'est juste le fait que pour le moment, bah, il faut continuer à essayer de maintenir l'écart, voire de l'augmenter de 3 points face à des équipes qui sont à peu près dans le même mood que nous, quoi. Donc quand ça fait partie de ce pool d'équipes qui sont à peu près comme nous au début de la saison, ils avaient bien commencé. Là, c'est en train de caler un peu plus. Mais si on peut leur remettre 3 points dans 2 semaines, faut pas se priver. Et nous, bah, on continue tranquillement à faire tourner le compteur comme il faut. Le plus important, c'est pas trop encore de regarder en haut et de se dire ouais, on va essayer d'accrocher la première ou la deuxième place dans 2 journées. C'est plus de se dire allez, on repousse encore plus ceux qui sont plus bas. Et c'est comme ça qu'on avance. Et sereinement, on verra dans 15 journées où est-ce qu'on est. Ouais, c'est ça, on repousse notre peut-être futur petit coup de mou parce que on sait pas, mais faut le repousser au plus tard possible. Voilà, et comme tu dis, c'est profiter maintenant qu'on est en forme, que ça marche pour nous, qu'on a de la chance pour creuser l'écart dès maintenant avec les équipes qui pourraient éventuellement venir nous embêter sur cette 4e place. Je termine avec une petite pointe d'humour comme d'habitude et c'est carpette pour les intimes. La Ligue 1 nous guette, enfin, elle guette surtout nos pépites. Ça, je vais en parler juste. Je vais en parler dans la deuxième partie. Je vais ouvrir un débat qui va peut-être en faire hurler certains. Chers amis auditeurs, merci encore pour tous vos commentaires. Vous avez du talent et quand en plus il y a de la bonne humeur avec les résultats, on va quand même pas s'en plaindre. Nous avons fini avec cette première partie. On va ouvrir maintenant notre deuxième sujet. Analyse de ce début de saison. Jingle 11 majeur. C'est parti. Nous en avons un peu parlé pendant Activez-vous et à la suite de l'analyse du match face au DFCO. Le HAC est actuellement 4e au championnat, ex-aequo avec l'AJ Auxerre, à 4 points du leader toulousain et actuellement à 11 points du barragiste amiénois. Des débuts de saison vraiment réussis. Messieurs, je voulais qu'on fasse un point de passage avec vous. On a fait un gros quart du championnat actuellement. Je ne vais pas vous demander si vous êtes satisfait, je vais plus vous demander quel est votre degré de satisfaction entre satisfait et le kiff intégral. À quel niveau vous mettez le curseur? Florian, à toi de commencer. Alors si on parle de résultats, je dirais satisfait, évidemment. Et si on parle d'engouement, j'ai pas vraiment le mot, c'est un kiff total. On oublie le fait des résultats qui sont quand même là, c'est 7 matchs sans défaite, 7 clean sheets, meilleure défense de Ligue 2. C'est quand même déjà quelque chose qui est très intéressant. On a trouvé quelque chose qui n'était pas du tout là l'année dernière. C'est ce que j'appelle le mental.
le mental étant solide dans les matchs, mais aussi avec des joueurs avec du caractère, que ce soit sûr et en dehors du terrain. Je prends l'exemple de Gibaud parce que pour l'avoir vu dans le stade en train de gueuler sur ses coéquipiers pour les replacer, pour leur donner des consignes, mais aussi gueuler sur l'entraîneur adverse quand c'était contre Toulouse. Quand là, par exemple, il se prend un gobelet dans le torse, qui tweet avec la rigolade. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'aurait pas eu l'année dernière. Ces joueurs, à chaque week-end, j'attends le samedi avec impatience pour les voir jouer. On a une défense qui est solide, qui impressionne même, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Un gardien qui est décisif. Franchement, tout est ok. Moi, voilà, j'ai le seul petit point négatif, c'est encore l'attaque, parce que même si là, ça a été mieux sur le match d'hier, il y a des matchs où on aurait pu tuer le score un peu plus tôt et on se fait peur. Pour l'instant, on est solide, mais il y a un moment, si on est plus solide, ça pourra nous jouer des tours. Romain, pour toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce début de saison? Moi, à mon niveau, je suis satisfait parce que je retrouve du plaisir à voir les matchs. Il y a de l'envie, il y a de l'engouement. Je vais même dire que les résultats dans ces conditions seraient secondaires. Alors si en plus il y a les résultats, c'est bonheur. Et toi, est-ce que c'est du kiff en intraveineuse tous les week-ends? Ouais, moi je dirais que je suis très satisfait. C'est vrai que c'est un plaisir d'attendre le match. Souvent on se connecte avant, on regarde avant, on discute avant. Voilà, c'est un vrai plaisir de se dire que ça va être le hack à la télé ou dans le stade, mais que ça va être le match qui arrive, quoi. Très satisfait parce que on a retrouvé un esprit d'équipe qu'on n'avait pas du tout la saison dernière. Encore une fois, on n'arrête pas de parler de la saison dernière, mais il y a tellement d'ingrédients différents qui sont venus se greffer cette année à cette équipe que la saison dernière paraît vraiment encore plus terne que ce qu'elle a été, parce que vraiment c'était la cata, et là cette année c'est tout l'inverse. Comme tu le dis, au-delà des résultats, c'est avant tout ça, quoi, avant tout l'esprit. Quand on voit la communion encore après le match de Dijon avec les supporters. Victor Lecal, on connaît son attachement au club, et on sait aussi qu'il avait été passé un derby normand là dans les tribunes avec les supporters. Et là hier soir, il a appelé vraiment à se réunir, à se regrouper et à aller en masse à Caen après la trêve là. Donc c'était vraiment des superbes images. J'ai vu aussi une superbe image entre l'ancien président du HAC Huro et Cornet dans les vestiaires, et ça fait vraiment très plaisir à voir. De voir comme ça quelqu'un de l'ancienne génération qui a fait briller le hack dans les années 90, et de voir Cornet qui fait briller le hack en ce moment. Donc c'est vraiment une superbe image. Voilà, encore une fois, au-delà de tout ça, c'est tout un club qui revit. J'ai l'impression que les jeunes ont vraiment contribué énormément à ça, à remettre peut-être de la bonne humeur dans le groupe. Et ça fait vraiment du bien de les voir. Et franchement, qui aurait cru que avec une défense comme ça, quelque part bricolée, parce que Tierno Baldé il vient d'arriver, il a 19 ans, à gauche c'est un coup lui, un coup un autre, un coup Touré, un coup, etc. Finalement, bon, les valeurs sûres étaient bien les deux centraux, mais ils n'étaient pas là début de saison, donc on aurait pu s'écrouler début de saison. Enfin, qui aurait cru qu'avec tout ce chantier en défense sur lequel on avait appuyé en avant-saison en disant c'est vraiment la défense qui nous fait peur, et finalement c'est ce qu'on a de plus sûr aujourd'hui. C'est juste incroyable, et franchement pour ça c'est chapeau, et chapeau le hack. Et c'est l'avantage surtout, c'est que quand ta défense elle est en forme, et ben tu sais que derrière c'est plus facile, et les gars devant vont peut-être oser des choses qu'ils tenteraient pas, ou se jeter à plus en attaque, parce qu'ils savent que derrière ça a 90% de chances de tenir s'ils se font contrer. Donc c'est bien, c'est très bien, et ça donne vraiment plaisir à voir. Cette équipe, elle donne de l'envie. Je dis, ça se voit sur le terrain. Il y a des images que tu voyais jamais et que tu retrouves, ça fait plaisir. Par contre, je vais mettre les pieds dans le plat. Richardson, il est fort, il est très fort, et moi j'ai juste une seule peur, c'est qu'en février il soit déjà plus là, parce que ce gamin, bon, il rayonne, et j'espère juste qu'on n'aura pas la mauvaise surprise au mercato de janvier de se dire Amir Richardson a été vendu à, vous mettez le club que vous voulez derrière, et un chèque à 8 chiffres. Et c'est juste ça, moi, qui pourrait me faire peur, c'est qu'il y ait déjà des vautours qui viennent s'occuper de nos petits jeunes avant la fin de saison, avant qu'ils aient pu accomplir quelque chose qui serait potentiellement très très grand.
Son contrat au Axe termine en 2024. Donc ça laisse un peu de marge. Après, je dis pas, le chèque peut arriver très vite. Si le chèque est assez conséquent, ça peut vite craquer. Après, je me dis que c'est là aussi on va voir vraiment Volpe. Parce que ça nous rabâche depuis qu'il est arrivé qu'il veut monter en Ligue 1. Je dis pas qu'on va monter en Ligue 1. Mais là, on va voir vraiment si les paroles suivent les actes. Parce que si tu veux monter en Ligue 1, bah, tu le gardes jusqu'à la fin de saison. Ou du moins, tu esquives toutes les rumeurs. Tu dis il est pas à vendre, on en reparle en été. Après, évidemment, si l'agent derrière de Richardson pousse et tout, là, c'est différent. Mais soit il repousse, oui, on en parle l'été. Et il laisse la saison. Et après, on voit. Si jamais on monte pas, là, il avise. Si dès le mercato d'hiver, il dit OK, et même si il nous le prête jusqu'à la fin de saison, bah, c'est pas normal parce que le joueur, il va avoir la tête ailleurs. En plus, alors certes, je le trouve mature, mais 19 ans, si jamais, je dis une bêtise, quand je vois Pape Gay qui est à l'OM, si jamais t'as un club de Ligue 1 ou autre qui vient te faire les yeux doux, tu te dis, ah bah l'année prochaine, quoi qu'il arrive, je suis plus ici. Donc si on finit 10e ou si on finit 2e, je suis plus là. Donc c'est savoir. Là, ça va être la position de Volpe qui va être très intéressante à regarder, parce qu'il aura des offres, ça c'est sûr. Enfin, sauf si les mecs regardent pas la Ligue 2, mais il aura des offres. Et là, c'est vraiment la position de Volpe qui sera très intéressante, parce que je suppose que si on demande à Polo, il va pas dire non, vous pouvez le vendre. Donc là, c'est très intéressant à voir. On n'est pas encore sur la période de mercato, mais ça va être l'attraction phare pour le Havre cette saison. Avec Yaya Fofana aussi, qui lui va être en fin de contrat bientôt. Donc voilà, ça va être surveillé. Peut-être déjà un peu plus acté si on se presse pas rapidement, parce que il a encore sorti un beau match face à Dijon. Et là, tu le disais la semaine dernière, Flo, la question de Gorgelin se pose plus. Elle se pose à chaque match, elle se pose de moins en moins. C'est impressionnant ce que fait Yaya. Et là, en plus de ça, c'est que quand il est battu, bah t'as un poteau. Quand il est battu, t'as un hors-jeu sur le match contre Nîmes. T'as toujours un truc. C'est ce qu'on a. Les grands gardiens sont talentueux. Je dis pas que pour l'instant il y a Fofana est un grand gardien, on va rester mesuré. Mais ils ont toujours cette part de chance de quand il leur arrive quelque chose ou qu'ils sont toujours en décalage, bah ils sont sauvés par un défenseur, par un poteau. Et pour l'instant il a ça. Alors après ça peut vite tourner en défaveur, mais pour l'instant il a tout ça avec lui et c'est tout. Pour l'instant, on a fait 11 matchs. Oui, s'il y a un poste où pour moi c'est indiscutable, c'est gardien, quoi. Est-ce que j'ose vous demander, messieurs, à la vue de ce qu'on a vu, votre pronostic au moins jusqu'à la trêve hivernale? On va peut-être pas aller jusqu'à la fin des 38 journées, mais à la vue des adversaires qu'on a déjà rencontrés, vous voyez le HAC finir la première partie du championnat à quelle position? Ça dépend de notre passage généralement à vide octobre-novembre. C'est pas évident, mais c'est sûr que si on reste sur la même dynamique, je dirais entre 4 et 7 si on reste sur la même dynamique, mais c'est sûr que c'est pas évident. Moi j'avais dit qu'on y verrait plus clair après Dijon, après Caen. Bon bah c'est vrai que Dijon est passé et on est 4e, mais on rentre dans une partie qu'on n'aime pas et qui nous va pas chaque saison. Alors peut-être que comme c'est une saison un peu particulière, un peu différente, avec des ingrédients différents, peut-être que cette fois ça va passer. Et tant mieux, et je l'espère. Donc je dirais entre 4 et 7. Alors juste pour vous donner une indication, on finira avec Ajaccio et Auxerre en journée 18-19. On se déplace encore à Grenoble avant en décembre. Grenoble au mois de novembre l'année dernière nous avait fait très mal. Peut-être que Grenoble en décembre sera un peu plus indulgent. Et ensuite on va affronter des équipes plutôt bas de tableau, hormis donc le match à Caen qui va avoir lieu à la reprise et la réception de Pau qui est en très grande forme aussi. Donc, à la vue de ça, Florian, pour toi, est-ce qu'on se stabilise, est-ce qu'on va reculer un petit peu ou est-ce qu'on va encore peut-être gratter une place ou deux? Alors là, c'est Nostradamus, comme a dit Romain. La divination. Non, mais enfin, j'ai pas envie de dire c'est toujours pareil. Je l'avais mis en préambule dans ma liste, c'est que on connaît le Havre, le nombre de débuts de saison qu'on a fait en fanfare, on se dit c'est notre année, on est là et
t'arrives au mois d'octobre-novembre et tu perds contre Châteauroux, contre Nancy, et puis je sais pas quoi, qu'ils étaient 17, 18 et 19, tu fais bon bah. Puis bah là, tu redescends 10e. Là, comme je dis, on est à 6 points du 14e, qui est Grenoble. Donc, je dis pas qu'on va finir 14e, mais je pense qu'il faudrait attendre la trêve pour vraiment se fixer. Après, si tu veux que je donne un prono, moi, je pense qu'on va redescendre un petit peu, mais peut-être 6-7, j'espère me tromper, mais j'essaie de vraiment calmer les ardeurs parce que bah, pour l'instant, en fait, tout ce qui tient, c'est la défense. Et j'ai le classement sous les yeux. Les 5 premiers, c'est les 5 meilleures défenses. Alors, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est les 5 meilleures défenses. Et quand on voit que Sochaux a marqué un but de plus que nous, et on a encaissé un de plus, donc on a la même différence de but, et ils sont deuxième. Donc, on se dit que la base est là. Je vois que Ajaccio a marqué un but de plus que nous, ils sont 5e. Sochaux a un but de plus que nous, ils sont 2e. Nous, on a un but de moins, on est 4e. Donc en soi, cette saison, alors après, c'est comme dans tous les sports, les attaques font gagner des matchs et les défenses font gagner des titres. Ça, c'est le fameux adage du football américain. Mais ouais, non, si on continue à être solide, là, on a fait 7 clean sheets sur 11 matchs. Alors évidemment, quand on se prend pas de but, c'est beaucoup plus facile de prendre des points. Ça, c'est la phrase on prend les matchs les uns après les autres et l'important, c'est les 3 points, je sais. Mais et le groupe vit ensemble, voilà, comme voilà. Ça là, tu toutes, voilà. Voilà. Donc, ouais, j'ai envie d'y croire. Après, c'est quoi les prochains matchs? Quand c'est un match spécial. Donc, ça peut tourner dans les deux sens. Peut tout arriver. Après, voilà. On voit Océane, donc qui va. C'est une affiche qui paye pas de mine, mais attention, c'est voilà. Pour match piège. Au match retour l'année dernière, j'avais dit que c'était dangereux et que ils ont eu quelques ratés au démarrage, mais que là, l'équipe de Didier Tolo, elle carbure, donc ça va être un match plus que sympa. Et ensuite, on va à Dunkerque. Ouais, vous vous souvenez, l'année dernière, on a effectivement, l'année dernière, à la même période, il me semble bien, on a joué des fonds de tableau comme ça, et on les a enchaînés et on a fait des mauvais résultats. Ça a commencé par Dunkerque ou un autre, je sais plus, mais on était là-bas, et je crois qu'on avait gagné juste pile, enfin, c'était, voilà. Et là, pareil, on enchaîne Dunkerque, Valenciennes, Amiens. C'est pas, voilà. Il va falloir motiver les troupes, dans les têtes. Dunkerque 19e, Amiens 18e. Ça, c'est les matchs de l'année dernière. C'était Châteauroux-Nancy. Ça faisait une défaite à la maison, un nul à l'extérieur. T'enchaînais derrière avec 2 résultats pourris et tu passais de ta 5e place qui était plutôt pas dégueu à un 12e. Donc, je reviens toujours au fait de que ce championnat, c'est le pire championnat pour pronostiquer. Parce que tu pars sur des débuts de saison avec des acquis. Alors, pour moi, à part Toulouse, que je trouve vraiment un cran au-dessus, il y a toujours des déceptions. Dijon, on les voit pas là. Nîmes, bon, ils sont 11e. Caen, à chaque fois, on dit toujours, quand je vois l'équipe qui font leurs pronos, qui sont dans le top 5, à chaque fois, ils sont dans les 10e. Nancy, même si je suis pas fan, je les voir 20e. Alors après, je connais pas trop les effectifs, mais quand je parle de nom, et tu vois à l'inverse, tu vois Pau 7e, Quevilly 8e. Enfin, et là, Pau, en plus, ils sont sur une série de nuls et de défaites. Donc, non, ce championnat, il est piégeur. Là, je vous dis, ça se trouve, on va battre Caen. On va peut-être battre Pau, on va aller perdre à Dunkerque. Valenciennes, c'est une équipe qui, un match sur 2, peut te sortir un match de fou. L'autre match, ils se prennent 2 rouges et ils finissent à 9. Donc, non, c'est, ouais, encore, tu m'aurais dit ça dans un autre championnat, je te dis, mais la Ligue 2, c'est un championnat à part. Et c'est pour ça qu'on l'adore, et c'est très bien comme ça. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.